là en même temps. Ok, on va recommencer le sujet qu'on a débuté la semaine passée, qui était à mon avis très intéressant. Et on va recommencer ponctuellement, mais je vais être rapide. Je vais sauter beaucoup d'étapes. Et j'espère que les étapes que je vais sauter ne vont pas trop déranger. Parce qu'il faudrait qu'on puisse tous savoir d'où on vient et où est-ce qu'on va et pourquoi nous sommes là. Et ok. Déjà, comme je dis, rien n'est un hasard. Rien n'est un hasard. Tout est préparé. Rien n'est un hasard. Tout est préfabriqué. Parce que celui qui crée a l'événement entre ses mains. Et je dis, comme je l'ai répété la semaine passée, je n'ai pas la vérité. Je ne donne que... Je ne transmets qu'un message. Pas plus, pas moins. Ok. Donc, on est obligé de commencer par la création. Comme je le dis depuis beaucoup d'années, la création a beaucoup de figures. La création a beaucoup de figures. La création a beaucoup de figures et il faut expliquer la création dans sa création, dans son contexte. Et ensuite, dans ce contexte, expliquer la progression que les éléments ont bien pu avoir à l'intérieur et où est-ce que ces éléments vont progressivement. Et malheureusement, excusez-moi, il est impossible que je fasse ceci en 1 heure. Ok? Il est impossible. S'il faut parler de la création dans son ensemble et la progression qu'il y avait pu avoir pendant des millions d'années, tu ne peux pas résumer des millions d'années en 1 heure. C'est pas possible. Ok? On peut résumer le futur en 1 heure. Donc, vous allez donc m'excuser si j'accélère. Alright? Si j'accélère et que je n'arrive pas à satisfaire tout le monde dans les questions. Mais les questions-réponses vont me servir. Ok. Qui a créé quoi? Quoi a créé qui? Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? Quelle est notre utilité? Ça c'est un sujet, comme je le dis, qui peut prendre 2 mois. C'est hyper long. Et ça nécessite l'attention de tout le monde. La création. Comme je le dis, sur mon petit piédestal, je fais toujours l'effort de dire les choses que j'ai vues. Et rien d'autre. Je répète encore, pour ceux qui vont m'écouter, ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, c'est pas grave. Moi, je vous aime ainsi. Je fais toujours l'effort d'expliquer ce que j'ai vu. Je ne dis absolument rien de ce que je n'ai vu. Parce que je ne gagne rien à dire ce que je n'ai pas vu. Donc, quand on parle de la création, quand moi, je vois la création, ou qu'on me permet de visualiser une partie de la création, le but, c'est d'expliquer pour que nous, dans le service, nous, en tant que serviteurs, et les 4 coins du monde, les autres serviteurs, puissent s'abreuver de cette connaissance-ci et d'arrêter d'être dans une utopie collective. La création est très complexe, mais elle est très facile à observer aujourd'hui parce que nous avons les éléments scientifiques aujourd'hui pour pouvoir observer la création depuis son départ. Alors, on y va. Comme on a commencé la semaine passée, je vais aller rapidement. Pour comprendre la création, et je le dis toujours, ne regardons pas la création de notre petite terre, mais regardons la création dans son ensemble, dans l'ensemble de l'univers. Il faut comprendre l'univers dans son ensemble, parce que la terre fait partie de l'univers. La terre n'englobe pas l'univers. C'est l'univers qui englobe notre petite terre. Si on ne voit pas ça sous cet angle, on va toujours être tulérique, on va toujours être tutélaire, on va toujours voir les choses sous un angle tutélaire. Donc, il est impossible actuellement de voir ce qui est en dehors de notre système de la matière noire. C'est impossible pour l'instant. Ça se fera peut-être. Parce que quand celui qui crée
crée l'atmosphère ou bien l'environnement de ce qu'on appelle la matière noire, derrière la matière noire, il y a quelque chose. Ok? La matière noire n'est pas la première création. Je expliquerai ça le moment venu. C'est-à-dire, la matière noire que vous voyez là n'est pas la première création. Parce qu'en dehors ou à l'extérieur de cette matière noire, il y a quelque chose. Puisque celui qui a créé, c'est quelque chose. Il a une substance qui n'est pas quantifiable à la substance de ce qui est à l'intérieur de sa substance qu'il a créée. C'est important. On reviendra dessus un jour. Le temps de cette imparti. Donc, il y a trop d'écho. Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a trop d'écho. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que quand les éléments, ce que nous appelons protons, ce que nous appelons atomes, ce que nous appelons électrons, etc., nommés par les hommes depuis très peu de temps, entrent en collision, ce n'est pas une seule collision. Il y a des milliards de collisions. Il y a des milliards d'atomes, il y a des milliards de protons qui entrent en collision. La vraie question est, pour les puristes scientifiques, pas pour les croyants, pas pour les croyants, c'est qui a mis en branle l'énergie nécessaire pour que les électrons puissent commencer leur collision. Ça, c'est un mystère. On se comprend? C'est-à-dire, pour que la fusion crée une étoile, personne ne sait. Personne n'a l'intelligence. Personne, je dis bien le mot intelligence, on verra peut-être dessus tout à l'heure. Personne n'a l'intelligence de se poser cette question. Qui a mis en action les éléments pour que ces éléments entrent en fusion? Le mot fusion veut dire deux protons ou électrons ou neutrons, etc. viennent en collision. Et naturellement, cette collision est exothermique, c'est-à-dire qu'elle crée de l'énergie. Mais ce ne sont pas seulement deux petits atomes qui ont commencé à collider. C'est des millions d'atomes qui ont commencé à collider. Et ces millions d'atomes, quand elles collident ensemble, elles forment ce qu'on appelle l'énergie. Cette énergie, elle est gazeuse. Nous appelons ces premiers éléments créés, pas molécules, ces premiers éléments créés, l'hydrogène et l'hélium. C'est la fusion thermonucléaire. Cette fusion thermonucléaire est essentielle parce que cette fusion thermonucléaire continue jusqu'aujourd'hui. On va aller rapidement. Et cette fusion thermonucléaire crée ce qu'on appelle les premiers amas de gaz. Ces amas de gaz qui commencent à collider à cause des différentes masses qu'elles obtiennent, commencent à créer des premiers vortex ou des premières rotations. Ces rotations en français facile sont centrifuges. Donc, ça fait en sorte que le noyau à l'intérieur de cette fusion commence à orbiter. Ça devient une force centrifuge. Voilà pourquoi l'étoile est toujours en mouvement. Les étoiles bougent. Ok? Enfin, tout ce qui est créé est en mouvement ou en motion. Et dans cette motion, ça crée aussi des deuxièmes parties des éléments que j'ai expliqué la semaine passée, c'est-à-dire le carbone, l'azote et l'oxygène, qui sont toujours des gaz. Mais les éléments continuent à collider. Ceci prend des millions d'années, s'il vous plaît. Ce n'est pas une chose qui prend un jour. Okay? Même si les Chinois, depuis l'année passée, ont créé le premier véritable soleil. Ils ont tapé le record hier. Ce soleil a dépassé 10 minutes. Avec une puissance énorme. Okay? Ceux qui ont réussi la première fusion thermonucléaire, c'est les Chinois. Ils ont tapé le record hier. Nous sommes aujourd'hui le 26. Le 25, hier, ils ont tapé près de 10 minutes. Cette fusion thermique a produit tellement d'énergie qu'elle peut alimenter toutes les batteries de la Terre. On se comprend? Parce que voilà ce qui démontre que la fusion thermonucléaire n'est pas un facteur 20. On continue, s'il vous plaît. Ces éléments, donc, parce que je vais dire des choses un peu techniques qui vont peut-être nous guider tout au long de notre explication de d'où on vient, où on va. Ici, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'ange. Ok? Il n'y a que les éléments qui en sont en collision. Et celui qui a mis ça en collision, si je peux dire le mot celui, non, celui qui met ça en branle, en collision, cette collision qui crée des gaz, après des millions d'années, la force de la gravité attire ces éléments ensemble. Parce que les gaz deviennent de plus en plus volumineux. À l'intérieur du noyau, il y a
cette rotation, et cette rotation crée de la pression, et cette pression crée de la gravité. Cette gravité donc explose. Et l'explosion donc crée ce qu'on appelle les éléments lourds. Je vais aller très vite. Les éléments lourds ici, le plus lourd ici et le plus solide, et ce qui absorbe le plus, c'est ce qu'on appelle le fer. Gardons le mot le fer. C'est très important pour peut-être le mois prochain, quand je vais peut-être conclure. Gardons le fer. Le fer devient l'élément qui est le plus lourd de notre système, de l'univers en son ensemble, le fer. Gardons le fer, c'est très important. Donc, le fer, contrairement aux éléments créés, est endotherme, c'est-à-dire, elle n'est pas exotherme, elle absorbe plutôt l'énergie. Donc, forcément, ça coupe la réaction nucléaire, et forcément, tous les amas sont fixes. L'étoile meurt, on appelle ça les supernovas. Okay? Parce que les étoiles naissent et les étoiles meurent. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse comprendre comment les étoiles sont créées, et pour comprendre le fait que les explosions des étoiles, ou ce qu'on appelle étoiles, créent ce qu'on appelle les amas de galaxies, ou les amas de gaz, ou les amas de terre, ce que vous appelez astéroïdes. Okay? Ces astéroïdes continuent toujours à orbiter autour de ce qu'on appelle un soleil, ou de ce qu'on appelle une étoile. Ces orbites-là, ces éléments qui orbitent gravitationnellement et par force centrifuge autour de cette étoile, c'est très important de comprendre que ceux qui sont plus près de l'étoile sont plus solides. Ceux qui sont plus loin de l'étoile sont plus gazeux. C'est important de comprendre ça dans tout l'univers dans son ensemble. C'est ainsi. C'est clair qu'il y a donc des étoiles qui sont immenses et qui ne peuvent pas abreuver ou bien sauvegarder des planètes telluriques, c'est des planètes terriennes, parce qu'elles sont immenses et elles dégagent tellement d'énergie que ces éléments tout près fondent. Alors ici, j'explique la création de l'étoile. Ici, il n'y a pas de terre, rien du tout, rien. Mais si on revient sur notre Voie lactée, sur notre petit système galactique, on réalise que ces étoiles sont en milliards. J'ai expliqué rapidement, cette fusion thermonucléaire est en continuité aujourd'hui. Et j'explique aussi pour les puristes, c'est-à-dire le fait que l'amas de galaxies soit créé et qu'elle explose pour créer ce qu'on appelle une supernovae, ou bien qu'elle implose pour créer ce qu'on appelle un trou noir, l'explosion de ces éléments crée d'autres éléments. C'est qu'en fait, si deux galaxies explosent ou deux étoiles explosent, les éléments de déchets collident encore pour créer d'autres amas. C'est important de voir la continuité dans laquelle on est. Et la création ici, elle est sublime parce qu'elle est belle. Okay? L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a avec le spectromètre de masse, on peut absolument déterminer la qualité et la quantité des éléments qui se trouvent dans l'univers. Revenons maintenant sur notre petite plateforme qu'on appelle notre petite Voie lactée, qui est toute petite. Parce que je dis, regardons la création, je m'adresse à mes collègues, dans l'immensité, pas dans le côté tellurique de notre petite planète Terre, qui est toute petite, pour laquelle 1 million de terres peuvent entrer dans le soleil. C'est tout petit, c'est rien du tout. Je l'explique toujours ainsi pour qu'on puisse être humble. Franchement, je dis, celui qui comprend la création devient un serviteur. Celui qui comprend la création devient un serviteur. Parce que tu réalises que ce que nous appelons intelligence, comme on va découvrir tout à l'heure, n'est qu'une action dans la création pour achever une œuvre. Oh, il est intelligent, c'est un génie. Ton génie, c'est mathématique, c'est pour achever une œuvre. Toute intelligence n'est que pour achever une œuvre. Forcément, nous ne sommes pas intelligents, nous sommes des automates. Je revenais dessus tout à l'heure pour comprendre la progression qui a bien pu aller. On est encore ensemble, non? Ici, on est sur la Terre. On est sur notre système solaire, ou notre Voie lactée. Très important. Alors ici, le même système se produit. C'est-à-dire notre étoile, notre naine jaune, ou notre naine brune, qu'on appelle aujourd'hui notre soleil, est en fusion. Cette fusion thermonucléaire crée naturellement ces amas de terre qu'on voit le plus proche, c'est le Mercure. Après, on trouve à la troisième planète notre planète Terre. Ensuite, progressivement, on va jusqu'à Neptune, qui sont des planètes gazeuses. Les premières planètes sont telluriques, les dernières planètes sont gazeuses. Je vais aller rapidement parce qu'il y a des choses plus importantes à expliquer. Et au profond de notre Terre, à l'intérieur du noyau terrestre, il y a toute cette fusion thermonucléaire qui est toujours là. J'ai expliqué que la température solaire est différente de la température terrestre.
dans le sens de la fusion à l'intérieur. D'autres sont en millions de Kelvin et nous sommes qu'à 6000 Kelvin. Donc, naturellement, s'il vous plaît, si j'explique ça ici, je vais expliquer pourquoi à la fin, ok? Pourquoi je suis assez spécifique dans certaines choses. Donc, revenons sur Terre, comme on a expliqué la semaine passée. Donc, sur Terre, le noyau terrestre est en ébullition. On a 6000 Kelvin. Ça boue à l'intérieur. Et la fusion produit des gaz, comme on a vu tout à l'heure. Ça produit de l'hydrogène, ça produit de l'hélium, ça produit de l'argon, ça produit du carbone, ça produit de l'oxygène, ça produit de l'azote, ça produit du soufre, etc. Jusqu'à ce que ça produise le plutonium. Et tous ces éléments pour lesquels on a pu cartographier vraiment au 19e siècle. Hein. Ok? Et naturellement ici, cette fusion, il faut qu'on explique ce qu'on appelle le dégazage, rapidement. Le dégazage est important pour comprendre comment nous sommes devenus des êtres qui peuvent respirer cet oxygène si vous voulez. Si on n'explique pas ça comme ça, au départ, on ne va pas comprendre. Parce que nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Naturellement, on a des plantes, on a des algues, on a plein de vivants, mettons ça ici. Et on ne prend pas la peine, à cause de notre idéal religieux, on ne prend pas la peine de voir que nous sommes tous des êtres qui avons de l'eau en nous. Ok? On a de l'eau en nous. En fait, aucun humain, aucun être vivant ne peut dire qu'il n'a pas d'eau en elle. Que ce soit les plantes, que ce soit les hommes, que ce soit les fourmis, que ce soit les moustiques, tous ont un liquide. Ok? La base de ce liquide est importante parce que sans ce liquide, on ne vit pas. On se comprend? Réfléchissons ensemble. Si tu ne bois pas l'eau, tu te déshydrates et tu meurs. Ok? Si les plantes ne reçoivent pas l'eau, elles se déshydratent et elles meurent. Il y a même si des poissons sortent de l'eau, comme les méduses, elles se déshydratent, elles meurent. Ça veut dire toutes les substances de la création ont nécessairement besoin d'eau. Ou bien l'eau a besoin d'eux. On va se poser la question. Et c'est là où on doit être intelligent. Et on a été trompé par des textes bibliques. Nous ne sortons pas de la terre, nous sortons de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Notre cerveau, c'est 95% d'eau. Notre sang, le corps, c'est 70% d'eau. La terre entière, c'est 70% d'eau. On a même découvert il y a quelques semaines, je vais repartir les explications parce que je vais repartir en arrière, pour moi qu'il y a des océans même qui peuvent encore être beaucoup plus charnus en quantité d'eau salée qui se retrouvent dans les croûtes terrestres. Pourquoi est-ce que nous avons l'eau? Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur on n'a pas la terre? Parce qu'on nous a créé de la terre, non? On se comprend? Ah oui, tu regardes, on ne se comprend pas. Je revenais dessus tout à l'heure. On a dit qu'on nous a créé, on a pris l'argile du sol, on a soufflé dans nous. D'où est entrée l'eau? Pourquoi est-ce qu'on a l'eau dans notre corps? Pourquoi est-ce que les animaux ont l'eau dans leur corps? Pourquoi les oiseaux ont l'eau dans leur corps? Pourquoi tous les animaux ont l'eau dans leur corps? Pourquoi toutes les créatures qui vivent ont l'eau? C'est parce qu'on vient de l'eau. Donc expliquons comment l'eau a commencé à être formée sur Terre pour comprendre d'où on vient. D'où on vient. Ok? Parce que si on n'explique pas ça comme ça, on va toujours être dans une utopie collective qui veut absolument prouver quoi que ce soit. Nous venons de l'eau. Toute la nature possède l'eau. Sans l'eau, on ne peut rien. Ok? Et il y a eu donc, au cours de l'évolution humaine, au cours de l'évolution de la structure de la création, des gens qui sont adaptés à l'eau. Des créatures qui sont adaptées à l'eau. On repart en arrière. Pour comprendre cela. Parce qu'il faut l'expliquer ça au départ. Parce qu'en fait, c'est le vrai problème. C'est qu'on ne réalise pas. Parce qu'on est dans une rhétorique mensongère qui nous fait comprendre que c'est le souffle le plus important. Comment font les animaux qui vivent dans l'eau? Est-ce qu'ils respirent l'air? À part les cétacés. Ok? Les cétacés, vous connaissez les cétacés, les baleines. Eux, ils sortent de l'eau pour respirer. Et ils entrent encore. Ils sont comme nous, les cétacés. Les dauphins sont comme nous. Les dauphins ont besoin de respirer l'air. Et si vous savez que les poissons chats peuvent marcher dans le désert pendant des jours et des jours, en respirant quoi? Vous savez qu'on retrouve les baleines dans les déserts aujourd'hui, parce que les baleines marchaient sur terre, avant de repartir dans la mer. Attends, regardez la technique des orques. Comment les orques font pour tuer les poissons? Ils viennent à la plage, parce qu'ils peuvent respirer l'air. Donc ce n'est pas tous ceux qui vivent dans l'eau qui sont... On reviendra dessus tout à l'heure. Pour faire comprendre, parce qu'en fait, on ne voit pas ce temps, parce qu'en fait,
il y a des problèmes et on veut toujours unifier des choses qui sont incongrues. On repart. Le dégazage. Donc, à l'intérieur de la croûte terrestre, à 6000 Kelvin, il y a une explosion. Cette explosion est naturellement due à la fusion thermonucléaire. Cette fusion thermonucléaire explose et dégage donc tous ces gaz. Ces gaz sortent de la croûte terrestre avec le magma. Ok, le magma, c'est ce que vous savez, c'est-à-dire c'est un mélange de fer, de l'argon, de l'aluminium, etc., qui devient ce qu'on appelle les roches magmatiques. Ces roches magmatiques, c'est ce que nous marchons aujourd'hui. Ok, c'est tout ça sort de la fusion thermonucléaire. Il faut expliquer ça. La Terre n'a pas apparu. Et quand tu prends, je suis obligé de faire un parallèle, je suis désolé. Quand tu prends les textes bibliques, il n'y a aucun volcan. Sans le volcan, il n'y a pas de terre. Sans le volcan, il n'y a pas d'éléments gazeux. Parce que le volcan, c'est l'expulsion de ces gaz depuis la croûte terrestre. Est-ce qu'on se comprend? Simple, non? Ok? C'est simple. Enfin, ça devrait être simple. J'ai l'impression que je dis une chose qui sort du ciel. Bon. Parce qu'on a tellement été plongé dans les textes bibliques. Et aucun texte ne parle du volcan. Il ne peut pas avoir de croûte terrestre sans volcan. Il ne peut pas avoir d'eau sans volcan. Ce n'est pas la pluie le plus important. La pluie ne tombe pas du ciel. Parce qu'on dit que c'est quand même terrible. Je suis désolé de le dire. On dit qu'il n'y avait pas plus d'eau depuis des... Qu'est-ce qui fait pleuvoir? C'est un mystère. Il faut qu'il y ait des gaz. Parce que pour qu'il puisse pleuvoir, il faut qu'il y ait un gaz. Et ce gaz qui sort en chaleur entre en condensation, non? Et que la condensation fait une précipitation. Donc il ne peut pas avoir de gaz sans de nuages. Les nuages ne tombent pas du ciel. Les nuages, c'est du gaz. Are we together? Donc, ça montre que Yahvé ne connaît rien de la création, en fait. C'est pas ça le but, mais je suis obligé de passer par là. Je me nettoie la bouche pour ça. Donc, ce qu'on appelle le système de dégazage, on commence. Enfin, c'est comme si je dis une chose du genre, un truc étrange, en fait. C'est que, nous, c'est qu'on a peut-être tellement concentré sur les textes qu'on n'a pas pris la peine de se poser la question. Regardons le ciel, ne regardons pas le texte. Observons. Parce qu'on va passer pour comprendre l'Homo erectus, pour comprendre comment il découvre le feu. Et beaucoup de gens nous demandent qu'ils ont découvert le feu en grattant les pierres. C'est faux. J'explique ça. Ce n'est pas en tapant les pierres. Non, c'est faux. Parce que c'est ce que les films nous montrent. C'est absolument faux. Ces populations, en minorité, habitaient à côté des vols. Ok. Et les pierres magnétiques ont du bauxite. Et si tu grattes le bauxite, ça produit du feu. Je revenais dessus tout à l'heure. Repartons à l'eau dégazage. La connaissance est bien. Hein? D'où on vient. Et forcément, si on sait d'où on vient, on est humble. Parce que souvent, là, je suis. Tu n'es rien devant la création. Tu es tout minuscule devant la création. Dans son ensemble, on continue. Donc le dégazage, donc, explose des millions de quantités de gaz dans l'atmosphère. Et toute la création, en même temps, simultanément, vit les mêmes phénomènes de fusion thermonucléaire. Partout dans la création. Parce qu'il y a une étoile, et l'étoile dégage l'énergie. Cette énergie est transmise sur ces planètes telluriques ou bien gazeuses. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a maintenant différents systèmes solaires ou différents systèmes planétaires qui n'ont pas la même quantité de fer à cause de la taille de l'étoile. Donc forcément, quand la taille de l'étoile est trop grande, il y a moins de fer, il y a plus de gaz, donc elle n'est pas vivable. Je reviendrai dessus pour dire où on va, pour expliquer une vision très importante que je viens de passer. Donc, cette explosion est très grande. Il explose le soufre, l'oxygène, le dioxyde de carbone, qui se déjecte à des millions de kilomètres. Parce que vous le savez, dans certaines régions de l'Asie, okay, quand il y a éruption volcanique, ça monte à des kilomètres. C'est-à-dire, la quantité de dioxyde de carbone monte à des kilomètres. Ces kilomètres, quand ça monte à des hauteurs stratosphériques, à des milliers de kilomètres, ça couvre l'atmosphère. Et cette couverture de l'atmosphère crée ce que j'ai dans le passé, qu'on appelle l'effet de serre. Donc certaines régions commencent à être plus chaudes que d'autres. Ok? Et cette explosion qui crée des fissures au sol commence à créer ce qu'on appelle les plaques continentales. Ok? Parce qu'au départ, c'est vraiment une seule plaque continentale, plus ou moins. Et elle se subdivise à cause des schismes à l'intérieur du sol qui commencent à créer des différentes plaques tectoniques. Qui commencent à créer ce qu'on appelle les plaques continentales, l'Afrique, etc. Mais ça va prendre des millions d'années, j'explique ça en quelques secondes. Ça, je suis en train de commettre une erreur grave d'expliquer quelque chose qui a pris des millions d'années, expliquer ça en quelques secondes. C'est grave ce que je dis. Mais je suis obligé de le dire. Parce qu'on pense qu'on a tout fait en 6 jours.
Est-ce qu'on se comprend? Non, non, même si vous me dites, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Même si tu fais ça en 6000 ans, 6000 ans, ça ne peut pas possible. Parce que je dis toujours, c'est une blague pour les scientifiques. Ils me disent, tu écrases une fourmi en 1 seconde, mais ça a pris des millions d'années pour se faire. Gardez ça en tête. Tu écrases un moustique en 1 seconde. Tu tues le moustique, mais tu ne sais pas combien de temps ça a fait pour être ce petit moustique. Ok? Donc nous sommes des gaspilleurs de la terre, au sens pur du terme. Je ne suis pas écologiste, mais je suis obligé de passer par là. Alright? Donc, cette explosion qui envoie des gaz à des milliers de kilomètres, la terre est chaude. Aucun homme ne peut y vivre. Ici, il n'y a pas encore de mer. Ici, la condensation des gaz tombe sur terre, parce que si tu dois savoir un peu de chimie, s'il y a du dioxyde de carbone dans les airs qui se mélange avec du soufre et qui doit condenser, ça donne des hydrocarbures. Ces hydrocarbures, quand ils entrent dans l'eau, le méthane, le le propane, ce sont des liquides. Quand ils tombent sur terre, tu ne peux pas vivre. Il a fallu ce qu'on appelle une sédentarisation, que ces gaz puissent aller à la base de la côte terrestre. Progressivement, cela prend des milliers d'années. Il n'y a encore rien. On n'a même pas encore sur les prokaryotes ici. Il faut expliquer ce qu'on appelle les prokaryotes et le système de la progression, de la création. Mais il est seul. Celui qui a commencé cette action est seul. Et qu'aucun humain ne vient clamer qu'il était avec lui. Et qu'aucun esprit ne vient clamer qu'il était avec lui. Il n'y a pas un conseil constitutionnel pour qui s'asseye, pour qui décide qu'on fait quoi et quoi. Que ce soit clair dessus. Donc naturellement, ce dégazage est très important parce que ce dégazage commence à créer ce qu'on appelle progressivement du liquide. J'insiste sur le mot du liquide, qui est la chose la plus précieuse. Liquide. Dans ce liquide, il y a du carbone, il y a de l'azote, il y a de l'hydrogène et d'autres substances. Mais au fur et à mesure du dégazage, au fur et à mesure de la glaciation, la déglaciation, ça commence à produire, ça prend des millions d'années, commence à produire un liquide acceptable que nous appelons aujourd'hui la molécule de l'eau. La molécule de l'eau prend son temps avant d'être effectuée. Sur d'autres systèmes planétaires, il y a l'eau en forme de méthane ou l'eau en forme de glace. Les glaces de méthane pour lesquelles tu trouves les bulles d'eau, mais en minorité. Je ne suis pas sur la thèse de l'astéroïde, même si les astéroïdes ont frappé la Terre. Mais ce n'est pas les astéroïdes qui ont éradié les dinosaures. Non. Les bactéries. Parce qu'on oublie que le véritable problème que nous avons est bactériel. Nous mourons à cause des bactéries. Nous évoluons génétiquement à cause des bactéries. Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est scientifiquement prouvé, mais discutable parce qu'on veut absolument une thèse de l'évolution de l'homme dans le mauvais sens. On continue. Donc ici, dans ces amas de mer qui sont produits et les pluies acidiques à cause du soufre, à cause de l'azote, personne ne peut vivre. Mais ceux qui commencent à se développer dans l'eau, c'est ce qu'on appelle les prokaryotes. Ces cellules unicellulaires qui n'ont pas encore de nucléus à l'intérieur, on les appelle les prokaryotes. Ces cellules vivent par ce qu'on appelle l'osmose. C'est très important l'osmose. Parce que si tu ne comprends pas l'osmose, tu ne peux pas comprendre la création. L'osmose, c'est l'équilibre de l'eau dans l'atmosphère. En français facile, hein? L'osmose, c'est l'équilibre de l'eau dans l'atmosphère. Je facilite la tâche à tout le monde. Ça veut dire, si un environnement est plein de sel et que la substance à l'intérieur n'a pas de sel, l'osmose fait en sorte que l'eau et le sel traversent les membranes et entrent dans le solvant qui a moins de sel. On appelle ça l'osmose. L'osmose est très important pour comprendre comment nous sommes là aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, on a les buveurs de bière qui peuvent boire 10 bières, notre système d'osmose, en français facile, ok? Ok. Notre système d'osmose, ici, nous permet de réguler ce qu'on va faire pipi. On se comprend? Parce qu'en fait, le corps ne peut pas supporter un très grand taux d'alcool. Il a besoin de l'évacuer pour qu'on garde cet équilibre. Donc, les prokaryotes et les eucaryotes, je vais aller rapidement, sont ces éléments qui sont osmotiques. C'est-à-dire, ils ont su gérer autour d'eux la qualité et la quantité de pH, de sel, et aussi autour d'eux pour se développer.
Et c'est important de le dire. Même si on va très vite, excusez-moi, je suis rapide, je suis obligé, parce qu'il faut qu'on arrive à l'homme, avant d'entrer dans chaque strap spécifique, pour qu'on puisse se comprendre. Ici, ces prokaryotes et ces eucaryotes commencent à créer ce qu'on appelle les premiers algues. Les algues sont multicellulaires. Elles ont un nucléus, elles ont un ADN, elles ont les mitochondries. Ces mitochondries, on sait que c'est, comme on dit en anglais, le powerhouse. C'est là où l'énergie se produit, dans les mitochondries. Ces mitochondries eucaryotiques ou des eucaryotes cherchent ce qu'on appelle l'énergie. À la recherche de l'énergie, quand le ciel s'éclaircit, la seule chose qui peut donner l'énergie, c'est le soleil. Okay? Et ce soleil, donc, commence à créer ce qu'on appelle ce système pour lequel l'énergie du soleil commence à se reproduire à travers ces algues pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la photosynthèse. Mais cela prend des millions d'années. Il n'y a pas encore d'hommes. Il n'y a même pas encore de véritables insectes. Mais ces eucaryotes se reproduisent violemment sur toute la Terre. C'est pas seulement sur... Les bactéries sont en milliards, en fait. Ok, les cellules sont en milliards. En milliards, excusez-moi, je dis en milliards. Il y a même certains qu'on ne connaît même pas, qui se retrouvent dans certains océans. On soit humble, dit mais l'océan, c'est 70% de la Terre. Émergé. Ok? Donc ici, ce qui prend le pouvoir, c'est ce qu'on appelle les arthropodes. Parce que l'arthropode est très important pour comprendre les arthropodes. Les arthropodes, c'est ce qu'en français facile, c'est des insectes. Ok? Des crustacés. C'est ceux qui ont pu sortir de l'eau en premier. Pour des raisons climatiques et environnementales, indépendamment de la plaque tectonique, de la plaque continentale. Ils ont pu sortir de l'eau. Il n'y a pas d'hommes. Donc ceux qui nous précèdent, ce ne sont pas des singes. Ceux qui nous précèdent, ce sont des arthropodes. Voilà pourquoi il y a des milliards d'arthropodes sur Terre. Et sur tous les continents, tu vois des arthropodes. Tu vas en Antarctique, tu vas en Arctique, tu vas voir des arthropodes, des insectes. Et ce qui illustre l'osmose, on est ensemble les gars, supporter. Il faut qu'on sache d'où on vient, right? C'est un devoir les gars. Ok? Je vous aime bien. Je vous aime bien, je suis obligé d'aller jusqu'au bout de ce que je dois dire. Alors, si tu comprends les arthropodes, tu vas comprendre ceux qui sortent de l'eau et qui commencent à respirer. Il y a aussi des reptiles qui sortent de l'eau et commencent à respirer. Donc, dans ce mélange-là, il faut comprendre pourquoi les arthropodes sont les plus puissants sur Terre. En nombre et en intelligence. Intelligence. Parce qu'en fait, il n'y a pas encore de véritable cerveau, mais on a les cellules nerveuses. Mais il n'y a pas encore de cerveau aussi. Ce cerveau qui est aussi complexe, pour lequel on parlera de Homo habilis ou de Homo erectus tout à l'heure. Mais ce cerveau est très complexe. Mais revenons sur les arthropodes. Revenons sur les crustacés. Les crustacés ne nous surprennent pas, je suppose. Mais ils savent gérer l'osmose. Parce qu'un crustacé entre dans la mer, sort de l'eau, monte sur les arbres. Vous avez remarqué? Il ne gère pas la pression osmotique de la mer. Ok? Je recommence encore. Ce qui démontre qu'on sort de la mer, c'est qu'il y a des arthropodes qui ont les pattes. Même les centipèdes aussi. Ils peuvent rester sur la terre, respirer l'air, repartir sur la mer et ne pas être ébranlés par l'osmose. Parce que vous le savez, si vous nagez, si vous buvez l'eau de mer, qu'est-ce qui va se passer? Vous déshydratez. Si vous nagez très longtemps dans l'eau de mer, vous allez déshydrater parce que l'osmose va se passer. Même si la qualité de membrane est très fin et que ça ne passe que par les narines, mais nos pores aussi jouent un rôle pour l'osmose. Ok? Donc les arthropodes jouent un rôle important pour comprendre d'où on vient. Alors quand tu vois les crevettes, qu'on aime les crevettes là, quand tu as les crabes, les crustacés, les calamars, ok? Les serpents de mer, les cétacés, eux ils sortent de l'eau. Pour des raisons climatiques, parce qu'il y a eu des périodes très chaudes, il y a aussi des périodes très froides. Donc ces différentes périodes dans différentes plaques continentales ont favorisé ou défavorisé, parce que quand il fait très chaud, certaines espèces sont mortes. Et pour survivre, ces espèces qui ont survécu sur Terre, c'est parce qu'elles ont su s'adapter. Parce que quand les eaux montaient très très haut, ceux qui ont pu aller vers les collines et les grands arbres ont pu survivre. Ok? Ceux qui sont restés, parce que vous savez le savoir, quand il fait très froid, la surface de certains océans, c'est de la glace. Mais elle ne reste qu'à 4 degrés en fait. En dessous de la mer, c'est vivable.
Vous voyez la technique de la création. Ça veut dire qu'en fait, celui qui crée a déjà fait en sorte que la glace puisse rester seulement à la surface. Pour que les poissons qui vivent en dessous puissent vivre. Ok? Surtout les cétacés. C'est important de savoir que les cétacés peuvent rester à peu près, doivent respirer à l'extérieur au moins 10 minutes avant de rentrer encore à l'intérieur et aller dans les profondeurs de 1000 mètres à l'intérieur pour chercher la bouffe. Donc, ceux qui sortent de l'eau, ce sont les arthropodes. Donc, nous venons des arthropodes. Enfin, nous sommes des arthropodes. Parce que les arthropodes aujourd'hui, quand on voit les crabes, ils ont 6 pattes. Mais ceux qui précèdent les arthropodes, ceux qui précèdent d'autres formes de crevettes, ont des milliers de pattes. On oublie aussi les mollusques. Les mollusques. Les escargots, si vous voulez. Ces mollusques peuvent vivre sur terre et peuvent vivre aussi dans l'eau. On oublie aussi les reptiles qu'on appelle les tortues. Les tortues vivent sur terre et vivent aussi dans l'eau. On oublie aussi ceux même qui ont résisté le plus en millions d'années, les crocodiles. Alright? Les crocodiles restent sur l'eau. Et l'évolution, même ce qu'on appelle les hippopotames, etc., sont des êtres qui ont beaucoup vécu dans de l'eau. Mais à cause des conditions climatiques, ils ont commencé à développer les systèmes. Moi, j'ai vu une vidéo que j'ai partagée il y a quelques mois. J'étais époustouflé, en fait. C'est un mot que j'ai créé il y a quelques secondes. C'est que je vois un poisson-chat marcher. Je dis, mais qu'est-ce que ce poisson-chat fait là? Mais pourquoi tu marches, poisson-chat? Il marche des kilomètres. Et naturellement, pour un chrétien qui ne connaît pas grand-chose, c'est une sorcière. La sorcière s'est transformée en poisson. Hey, venez voir, fire! Non, mes amis. Les êtres aquatiques ont marché sur terre, vice-versa. Ok? Vous devez me comprendre cela quand on parlera de l'époque Syl. Dans les îles de la Polynésie, il y a des enfants qui peuvent rester 10 minutes dans l'eau. Parce que leur caractéristique de poumon a été développée. On reviendra après. Revenons sur ceux qui sont de la terre. On est ensemble. D'où on vient, franchement, il faut qu'on connaisse ces choses-là. Enfin, ce n'est pas un débat. Alright? Donc, nous sortons de l'eau avec l'eau dans nous. Et forcément, à cause des situations climatiques, on commence à développer ce qu'on appelle les quadrupèdes. Les quadrupèdes. Ça veut dire 4 pieds. Parce qu'au départ, nous sommes comme des mollusques, des millipèdes. On a beaucoup de pieds. Je dis, mais on a, parce qu'on vient de là. On monte sur les arbres. Parce qu'on veut de l'oxygène. On veut de l'air un peu plus pur. Parce que les volcans continuent toujours à être là. Il y a des glaciations. Il y a tout cet environnement qui n'est pas toujours très paisible pour nous. Franchement, nous sommes bien ici depuis près de 200 000 ans en fait. Nous sommes bien depuis près de 200 000 ans. Et honnêtement, nous sommes mieux depuis 10 000 ans. Depuis que nous sommes dans la période la plus chaude pour laquelle les glaces ont fondu. Si on nous met ici à 1 million d'années, on ne peut pas vivre. Les conditions sont inhabitables. On se comprend? Alright? Donc, on continue. Donc, quand on sort de l'eau, ici, il n'y a pas d'homme. Même si les esprits sont là déjà. Les esprits sont déjà là parce que les esprits sont en mutation, en croissance. Il n'y a pas d'homme. Et ce n'est pas le singe ici. On est encore des arthropodes. On est très velus. On a de longues queues. La colonne vertébrale. On se comprend? On développe cette colonne vertébrale parce qu'il faut savoir que ce qui nous distingue entre nous et les chimpanzés, les grands singes, c'est le coccyx à l'extérieur ici, qui a été coupé en fait. Mais on n'a pas ce coccyx-là, qui est sectionné. On se comprend? Ce n'est que sa différence, sinon on est pareil. Au départ, on marche, parce que la pression et la gravité est trop lourd sur nous. On marche à 4 pattes. Voilà pourquoi nos mains sont blanches. Parce que c'est le facteur de la croissance, de l'évolution, qu'on appelle ça ainsi. Il faut être humble. Nous ne venons pas du singe, nous venons des crustacés. Nous ne venons pas du singe, nous venons des arthropodes. Il faut qu'on arrête de dire qu'on vient du singe. C'est une erreur. Nous sommes tous des algues. On a tous la même composition. Tu tues un chien, tu tues un homme. L'un n'a pas un liquide bleu, l'autre un liquide rouge, l'autre un liquide verdoyant. Non, on a tous un liquide toujours rouge. Ça veut dire que ce qui transporte en nous, qu'est-ce qui transporte l'oxygène chez les animaux? C'est le fer. Qu'est-ce qui transporte l'oxygène dans notre corps? C'est aussi le fer ou l'hémoglobine, comme tu veux. Ok? C'est important de savoir que nous venons de quelque chose qui est commun. Mais maintenant, pourquoi le dessin a voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, Homo habilis ou Homo sapiens sapiens, et que les chiens sont restés chiens? Ça, c'est un dessin en fait. Il faut comprendre le dessin dans son ensemble.
Voilà pourquoi on dit d'où on vient est important de comprendre d'abord d'où on vient et qu'on soit humble. Donc quand nous sortons de la terre, et dépendamment de la structure de la création, dépendamment des plaques continentales où on se trouve, ceux qui sont sur la plaque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Afrique, à cause de son équateur, les températures étaient différentes de ceux qui étaient aux extrémités des Arctiques. Donc nous avons donc développé cette notion de chaleur. Cette chaleur a commencé à réchauffer notre corps. Notre corps a commencé à se développer différemment des autres formes d'espèces, volontairement. C'est pas un hasard, c'est une volonté en fait. C'est une volonté, c'est un devoir dans la création. Et forcément, progressivement, je vais aller très vite, ces êtres qui sont sur les arbres, qui sont dans l'eau, qui sont sur terre, commencent à vouloir cueillir des arbres qui sont de plus en plus grands. Forcément, commence à se redresser progressivement. Et quand on se redresse progressivement, on peut commencer à être des chasseurs-cueilleurs. Mais on n'est pas encore différent des autres. Ce qui va nous différencier, c'est quelque chose qui est extraordinaire, en fait. Ce que les autres n'ont pas encore pu faire. C'est voilà pourquoi c'est à dessein. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, on a encore des Homo erectus. On arrive à se lever et à prendre des fruits. Mais on vit encore autour des animaux qui sont extra puissants et immenses autour de nous. On est au milieu des dinosaures, on est au milieu des animaux qui sont immenses. On vit dans des grottes. Parce qu'on trouve que des grottes, c'est plus facile d'y habiter, parce que quand il fait froid, ça nous garde en chaleur. On se comprend? On vit dans des grottes. On ne sait même pas, la population des hommes est très infime par rapport à la population des anthropos, des animaux, en fait. Est-ce qu'on est ensemble? S'il vous plaît, écoutez, c'est très intéressant. Parce que je vais traverser cette étape si rapidement. L'homme donc qui devient habile, il commence à se lever et à prendre des fruits, et à comprendre que quand il mange ces fruits, ça lui donne de l'énergie. Il commence à être des êtres sociaux, parce que tous les animaux sont des êtres sociaux. Tous les mammifères sont des êtres sociaux. Vous voyez, les dauphins vivent en colonie. Les baleines vivent en colonie. C'est des mammifères. Okay? Je ne suis pas encore entré dans ce qu'on appelle la pathérogénèse. Je reviendrai dessus la prochaine fois. C'est-à-dire, les premiers êtres se reproduisent elles-mêmes. Les premiers êtres sont hommes et femmes elles-mêmes, ou eux-mêmes. Okay? Progressivement, la terre a toujours vécu sans les hommes. Les hommes sont silencieux. La terre a toujours vécu sans les hommes. Parce que dans les périodes d'extinction, il n'y a que les femelles qui peuvent se reproduire elles-mêmes. Parce qu'en fait, on dit que les femelles ont les gamètes X, non. Et les hommes, les gamètes Y. Qu'est-ce qui, naturellement, physionomiquement, qu'est-ce qui se transmet chez l'enfant? C'est le X. Ok? C'est la femme qui transmet. Ça, c'est pas un débat, c'est un fait. Aujourd'hui, on sait quand même lire les chromosomes. Revenons, je suis à la pathérogénèse. Je vais conclure dessus pour entrer la semaine prochaine. Pour comprendre la reproduction. Ici, il n'y a pas d'Adam et Ève. Parce qu'il n'y a pas un Adam et un Ève. C'est que dans toute la région de l'Afrique subsaharienne, les conditions sont propices pour que l'homme change d'apparence, ou ce que nous appelons aujourd'hui, commence à progressivement changer d'apparence par rapport à d'autres situations géographiques qui ne peuvent pas évoluer comme nous avons évolué. Donc il n'y a pas d'Adam et Ève en fait. Adam et Ève, c'est une utopie qu'il faut éradier. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas un Adam et un Ève. Parce qu'en fait, dans toute la région du sud, à partir de l'Ouganda, du Kenya, au sud de l'Égypte, jusqu'au Cameroun aujourd'hui, même si ces plaques ne sont pas identiques, c'est de là que les premiers hommes, les sapiens, se développent. Okay? C'est de là que les premiers sapiens se développent. Ce qui est encore une contradiction biblique. Parce que je le dirai tout à l'heure, il faut qu'on se réveille de cette contradiction biblique qui est massive. Donc les premiers hommes, qui sont les Homo habilis, ou les Homo erectus, les Homo habilis, etc., qui prennent des millions d'années pour se développer. Et ces millions d'années pour se développer ne dépendent que de l'environnement. Quand il fait très froid, ou quand il fait très chaud, voilà comment on se développe. Quand il y a assez de nourriture, et quand il y a moins de nourriture, voilà comment on se développe. Progressivement, mes amis. Donc, c'est important de le dire ici. Donc, à partir, donc, il y a 1 million d'années, quand le sapiens habilis commence à être habile,
progressivement, les premiers commencent à sortir d'Afrique. Donc les premiers gens qui sont des bipèdes, qui commencent à marcher à 2 pieds, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il faut aller plus vite. Ok? Ils ont commencé à développer cette attitude de marcher à 2 pieds. Et ils sortent d'Afrique par le canal de Suez et par le Bering. Ils sortent de là. Et commencent donc à se propager dans les 4 coins du globe. Surtout dans les périodes pour lesquelles la glaciation était encore forte et on pouvait marcher sur des mers. On se comprend? On pouvait marcher sur des mers parce qu'il y a de la glace. Ils ont pu traverser pour aller aux Amériques. Ils ont pu traverser pour aller en Asie, etc. Voilà comment les premiers hommes peuplent le monde. Et ils sont noirs et velus parce qu'il fait froid. Ils sont noirs, velus et courts parce qu'il fait froid. Parce qu'un homme qui est court préserve de la chaleur. Un homme qui est plus grand a besoin de plus d'énergie, donc forcément perd de la chaleur. Est-ce qu'on se comprend? En français facile. Ton cœur, c'est quelqu'un qui est grand de taille, pour que son cœur pompe le sang dans tout son corps, ça prend plus de temps que quelqu'un qui est plus petit de taille. Donc, celui qui est plus petit de taille a besoin de moins d'énergie que celui qui est plus grand de taille. Français facile, on se comprend? Are we together? Donc voilà comment on se prépare dans les 4 coins du globe. Voilà pourquoi les panafricanistes ont le droit, malheureusement, de dire que ceux qui ont peuplé le monde, ce ne sont pas les Ariens. Ce sont des Noirs, ils sortent tous d'Afrique. Ok? Et il y a 700 000 ans, plus ou moins, le sapiens sort d'Afrique. On est assez développé. Et ce sapiens, ça c'est important de les comprendre parce que ce sapiens-là, il se distingue des autres animaux à travers ce qu'on appelle le feu. On se comprend? Parce qu'eux, ils savent manier le feu. Parce que celui qui savait manier le feu avait la technologie suprême. Parce qu'aucun animal de l'eau ou de terre n'a pu prendre le feu sur sa main pour éclairer. Donc forcément, la première personne, les premiers êtres qui éclairent la nuit, ce sont les abélisses. Ils prennent le feu des roches magmatiques qui sont magnétiques et qui peuvent produire du feu, ou même le feu à l'intérieur des roches, et commencer à éclairer la nuit. Et forcément, c'est important, parce que là tu deviens un homme puissant, parce que celui qui a le feu est puissant. Parce que tous les autres animaux, à cause des multiples volcans qu'il y a bien pu avoir, ils ont peur du feu. Donc tu peux commencer à être sédentaire quand tu as le feu. Et que tu mets autour de toi des étangs de feu, les animaux ne peuvent pas entrer. Donc tu deviens un homme puissant. La première puissance, c'est la puissance du feu. La première technologie, c'est la puissance du feu. Ensuite, on est dans l'âge de pierre. Je vais aller rapidement. On commence à tailler les pierres pour commencer à chasser les animaux. On taille la pierre pour commencer à orner. J'ai expliqué cela l'année passée parce qu'on m'a transporté à la période du Néandertal, un peu avant, pour expliquer comment ils prenaient les pierres qui devenaient aussi des formes de divinité. Parce que ces pierres étaient des roches qui tombaient du ciel. Les astéroïdes. Parce que quand ces astéroïdes tombent du ciel, elles tombent avec le feu. Ils ont commencé à croire que les dieux tombaient des étoiles et se répandaient sur la terre. Ok? C'est important de voir comment on a pu... Notre intelligence plus grande. Et c'est là où, quand on commence à manger beaucoup de viande, on commence à manger beaucoup de fruits, que naturellement notre cerveau se développe. Mais on communiquait déjà, imaginez-vous, qu'on est là, à l'âge de feu, et on est en train de taper les commentaires, on a un étang de feu là, les tigres, les léopards, des races exécrables, qui veulent nous... Ils ont peur de venir vers le feu, parce qu'ils n'ont pas déjà la même rétine que nous. Ils ont peur du feu. Et on se rappelle hier, avant-hier, on a tué notre cousin hier. L'hippopotame a pitié notre cousin hier. Ouais, le pauvre. Ah, on va le venger. On va tuer les hippopotames du quartier. Là, je remonte un peu dans le temps. Donc voilà comment l'homme se développe. Il n'y a pas d'Adam et Ève. Il n'y a pas un Adam et un Ève. Chaque être en Afrique, à cause du conditionnement autour de l'Afrique, autour des régions où le climat est tempéré, ou a été tempéré, a vu la croissance de l'homme. Voilà d'où on vient en fait.
Aujourd'hui, à partir de il y a 10 000 ans, on développe l'âge de pierre taillé ou le néolithique. Nous sommes dans le néolithique à cette période. Ensuite, maintenant, on commence à découvrir la métallurgie. Avec le feu, parce que sans le feu, on ne peut pas découvrir la métallurgie en fait. Et on développe l'âge de bronze, après on a l'âge de fer. Et l'âge de fer devient là où il y a 5000 ans. Là, on est vraiment très puissant, on commence à combattre les nations avec le fer. Celui qui arrive à combattre, c'est une très grande bataille, la bataille de Kadesh. C'est-à-dire les Égyptiens contre les Hittites. Les Hittites avaient découvert le fer. Ils savaient à se battre avec le fer. Donc quand les Égyptiens qui sont à l'âge de bronze partent combattre contre les Hittites, on appelle ça la bataille de Kadesh. Mais les Égyptiens sont battus. Parce que tu imagines que toi tu as le bronze à tes mains et tu luttes avec quelqu'un qui a le fer. Il fait un pan, ça cache ton métal et tu es fini. Et on va en retraite. Parce que celui qui avait la plus grande technologie gagne les batailles. Voilà comment on a su se développer au fil des millénaires. Aujourd'hui, nous sommes dans les années 1900, on est entré dans l'industrialisation ou la période industrielle pour laquelle on a découvert la machine à vapeur. Aujourd'hui, on a l'ère numérique. Et on va où demain? Parce qu'on a vu, ça c'est des millions d'années que j'explique en quelques microsecondes. C'est pas juste ce que je fais. J'aurais pu expliquer les poissons, comment ils se sont développés. J'aurais pu expliquer comment les poissons sont devenus des oiseaux. Ok? Ça prend le temps. J'aurais pu expliquer comment les dinosaures sont des oiseaux, mes amis. Les dinosaures sont des oiseaux. Il n'y a pas de différence, en fait. On se comprend? Et ce sont des choses qu'il faut progressivement expliquer pour que nous soyons humbles, que nous sommes une intelligence dans la création pour le développement. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, dans son intelligence, a la capacité de préserver ses instruments. L'homme est le seul qui a cette intelligence pour développer son environnement et pour détruire son environnement. Là, c'est d'où on vient. Et cela prend des milliers d'années, des millions d'années pour se faire. Aujourd'hui, on voit des blancs. Il y a 10 000 ans, il n'y a pas de blancs sur Terre. Il y a 10 000 ans, il n'y a pas de blancs sur Terre. Les blancs apparus sur Terre, il y a 8500 ans maximum, il n'y avait pas de blancs sur Terre. Ok? Quand l'Homo sapiens sapiens rencontre le Néandertal, ils échangent les gènes. Mais il n'y a pas de blanc. Mais quand le noir, qui sort d'une région tempérée, avec sa mélanine, traverse le détroit de Suez, traverse ce qu'on appelle Gibraltar aujourd'hui, et quand ils sont dans des régions moins tempérées, avec plus de froid, ils développent ce qu'on appelle la suppression de la mélanine. Ok? Cette suppression de la mélanine fait en sorte qu'ils deviennent de plus en plus blancs. C'est important aujourd'hui, ce n'est même plus un débat. Donc le blanc, ne vénérez pas le blanc. Le blanc, ce n'est qu'une dépigmentation de la mélanine. On se comprend? Et forcément, même les cheveux le prouvent. Parce que quand il fait tellement froid, il faut que nos oreilles soient couvertes par nos cheveux. Donc forcément, ça se développe pour que les cheveux deviennent de plus en plus lisses pour couvrir nos oreilles parce qu'il fait froid. Est-ce qu'on se comprend? Et la masse osseuse du crâne s'est développée aussi au cours des millénaires. Chance, ce que je dis ici aujourd'hui, chance qu'on a des preuves archéologiques des crânes à la dentition, de ces premiers êtres. Qu'est-ce qu'on fait de ces premiers êtres? Non, ne venez pas avec le débat de avant Adam. Non, non, non. N'essayez pas de prouver une chose qui est indébattable. Ce n'est pas bon pour la future génération. On n'a pas été créé à base du sol. C'est faux. C'est absolument faux. C'est faux. On n'a pas soufflé dans nos narines. Qui a soufflé dans la narine du chien? C'est pas possible. Moi, je dis toujours, mais pourquoi on ne réfléchit pas? Qui a soufflé dans la narine du cétacé? Donc Dieu aussi est entré dans les mers. Il a soufflé l'air à la baleine. Baleine, respire. Non, c'est faux. Il faut qu'on se réveille. Non, ne me dites pas que c'est allégorique. Non, il n'y a pas d'allégorie ici. Ce que la Bible a dit, c'est vrai. Si c'est vrai, c'est qu'absolument il a tort. Il faudrait qu'on comprenne ça. Et qu'on arrête donc de dire que si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause d'Adam et Ève. C'est impossible. Adam et Ève a 5874 années. La terre a des millions d'années. L'homme a chuté depuis des millions d'années. C'est d'où on vient. Ok? Et je dis toujours parce que il y a un professeur Finkelstein qui étudie la Mésopotamie. J'ai posé ça il y a quelques semaines. Et on montre
la cartographie du monde, selon les Mésopotamiens, pour lesquels il y a ces 4 fleuves autour là, et eux ils pensaient que c'était toute la terre, tu imagines? C'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, les Mésopotamiens pensaient que leurs 4 fleuves là c'est toute la terre. Mais c'est faux, c'est pas toute la terre. C'est faux, c'est pas toute la terre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des terres qui étaient émergées, qui submergent? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des terres qui étaient émergées, qui submergent? À cause de quoi? Les températures augmentent. Et les fonds de glace font en sorte qu'il y aura dans 100 ans. Je dis parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut explorer d'autres. C'est pas qu'il y aura la fin du monde, c'est qu'il y aura des fontes. Ces fonds de glace font en sorte que les terres seront submergées. Et si les terres sont submergées, les populations peuvent s'agglutiner sur. On s'agglutiner où? Il faut comprendre le but de où on va. N'oublions pas aussi que dans cette fusion thermonucléaire pour laquelle il y a cette explosion de différents éléments qui a rempli la couche terrestre pour laquelle on utilise aujourd'hui comme pétrole. Okay? Ça a pris des millions d'années pour faire cela. Nous, on prend en quelques jours, on dépense le carburant partout. Ce que des millions d'années ont pris pour être fait. Bientôt, on n'aura plus assez de fuel. Ce type de fuel, chance qu'il y a un autre fuel qui est préparé dans la création, en fait. Ça, je vois qu'en fait, tout est préparé, rien n'est au hasard. Il n'y a pas de hasard dans cette histoire-ci. En fait, ici, le but de mon exposé, excusez-moi si j'étais long, j'étais obligé d'être long. Il fallait que je fasse au moins une heure pour expliquer d'où on vient. Nous venons tous de l'eau. Tous de l'eau. Voilà pourquoi nous avons des quantités d'eau dans notre corps. Et les plantes ne peuvent pas vivre sans les eaux. Les cristaux ne peuvent pas vivre sans les eaux. Rien ne peut vivre sans l'eau. Ceux qui peuvent vivre sans l'eau, ce sont les esprits. Ok? Je reviendrai dessus après. Un jour, le moment venu qu'on parlera de cela. Donc, on doit être humble. Et absolument debunk tout théorème qui veut nous amener vers une liturgie mensongère. Parce que demain, on aura besoin d'aller pas là où il y a le souffle de vie, mais là où il y a le fer et l'eau. On se comprend? On va la prochaine fois, là, parce que je dois dire où on va. Parce que ça, c'est là d'où on vient. On doit respecter d'où on vient. On doit respecter l'eau qui est autour de nous. On doit respecter cet oxygène. Et, les amis, ça ne fait que près de 250 000 années que nous pouvons respirer cet oxygène, ce qui est à 21%. Est-ce qu'on se comprend? Je recommence encore. Cet oxygène qui est respirable pour l'homme d'aujourd'hui, caractériel de ses poumons, c'est trop récent par rapport aux milliards d'années pour lesquelles la Terre est en train d'orbiter. On doit être humble de respecter cet oxygène-ci. Ok? Si tu vas dans les montagnes un peu plus haut, tu ne peux pas respirer parce que l'air n'est pas à ce pourcentage. Ce n'est plus le O2, c'est le O3. C'est irrespirable. Tes poumons ne peuvent pas. Tu vas suffoquer. Vous imaginez comment nous sommes dans... Celui qui a fait ce qu'on nous a fait ici a mis les conditions pour que nous soyons dans ces conditions. En ce sens, si tu vas ailleurs, les conditions ne sont pas réunies pour ça. Ce n'est pas réuni. Mais l'homme peut réunir ces conditions pour le faire. Parce qu'on a l'intelligence pour conditionner notre atmosphère pour qu'on puisse avoir l'oxygène. Moi, tu comprends? Si moi je prends l'exemple, je m'arrête là, je prends l'exemple de comment on a pu développer les plantations en hiver. Comment on a pu le faire? Comment on a pu développer les plantations quand les eaux submergent la terre? Quand tu vas en Hollande, comment ça se passe en Hollande? Ils arrivent à produire les fleurs que nous utilisons pour dire je t'aime. Le 14 février, je t'aime, tout ça. Ils produisent beaucoup de plantes parce qu'ils ont su créer un écosystème pour que ça puisse pousser. Parce que l'homme est intelligent, les animaux ne peuvent pas le faire. Donc cette intelligence est à dessein pour quelque chose. On doit être très humble de savoir que l'intelligence de la création est là pour développer la création. L'intelligence de la création est là pour développer la création. En fait, je m'arrête là pour cette première partie de dire où on vient. Donc que personne ne dise qu'on vient du singe. Non. On a le même parent que le singe, ceux qui sont sortis de l'eau. Donc que personne ne dise, oh tu viens du singe. Non. Le singe aussi vient de quelque part. Nous nous distinguons du singe à cause du coccyx.
Et là, ce qui nous distingue, sinon quand tu regardes le Néandertal, elle est identique à toi. Elle a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines comme toi. Elle se reproduit comme toi. Seulement que le fœtus d'un grand singe et le fœtus d'un humain est un peu différent au niveau de son développement crânien. Ok? Parce que nous, le bébé se développe encore, ça prend beaucoup d'années pour se développer. Mais quand le chimpanzé sort, il est à développer. Le cerveau est à développer. C'est une petite différence en fait. Mais c'est une petite différence de rien du tout. C'est rien du tout. Ok? Donc c'est important de comprendre comment le chimpanzé a développé la caractéristique musculaire très puissante. Tu attrapes un chimpanzé en route, ne cherche pas de bagarrer. Il te met un gifle, ta tête tourne à 360 degrés. Non, c'est vrai. Parce que la force qu'il faut pour qu'il court avec ses pattes et qu'il monte sur les arbres, il a développé des muscles, des quadriceps et des triceps puissants. On a besoin de faire les pompes et les abdos pour qu'on ait ce type de choses. Et c'est naturel à cause du développement. Moi, j'adore explorer les baleines. Je ne sais pas si vous aimez les baleines. Moi, j'aime les baleines. Je n'aimerais pas croiser une baleine, hein, parce que franchement, je ne sais pas si elles m'engloutit, même si elles sont. Voilà. Mais voilà, tu imagines comment la baleine est immense. Mais il y a des millions d'années, la baleine était plus grande que ça. Immense. Immense, les baleines. Immense, les cétacés. Immense. Les chacalots. Immense. Mais elle a besoin de l'oxygène pour respirer. Elle a besoin de cet oxygène pour respirer. Et ceux qui aiment les poissons d'eau douce là, hein, tout ça, prends le poisson d'eau douce, mets-le dans la mer. Il ne va pas survivre. Parce que l'eau est trop salée. À un moment, elle va se déshydrater, elle va mourir. Ce n'est pas le conditionnement idéal pour ça. C'est comme vous aussi. On vous amène en bain. Vous savez comment ça m'a froid. J'ai froid, mon Dieu, j'ai froid. Je veux la couverture. Après le temps, tu te développes et tu t'améliores. Ok. Donc je dis, chaque humain est la condition de son environnement pour lequel il s'est développé. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette forme de stabilité, mais nous ne savons pas ce qui va se passer dans 10 000 ans. Ok? Parce que nous sommes dans les conditions stables aujourd'hui. Depuis près de 100 000 ans, et mais spécifiquement 10 000 ans, nous sommes dans des conditions plus ou moins stables. C'est stable, le pH de la mer est plus ou moins stable. Donc, ça joue beaucoup le pH de la mer, parce que le pH de la mer absorbe le CO2. Ok? La grande partie de notre CO2 est absorbée par les mers. Ok? C'est important de savoir que ça absorbe ce CO2. Donc, imaginez si le pH change. Si le pH change, tout change. Les bactéries changent. Et si les bactéries changent, nous changeons. Nous évoluerons dans 10 000 ans. Est-ce qu'on aura 12 oreilles? Ce n'est pas le but. Parce qu'avant qu'on ne soit ce que nous sommes aujourd'hui, ça a pris des millions d'années. Et moi, j'étais dans ces rhétoriques avant. Mais pourquoi le chimpanzé ne devient pas homme? Parce que je n'ai pas compris comment ça se passait. Parce que j'étais bloqué. Mon cerveau était bloqué. Comme tous les chrétiens sont bloqués aujourd'hui. Parce que la Bible a dit, c'est Dieu qui a dit. Et c'est ça le problème. Donc je m'arrête là pour d'où on vient. Donc, nous venons de l'eau. Nous sommes des êtres aquatiques. Pas les mami wata. Parce que je sais que les gens qui ont mal interprété ça. Mais nous sortons tous de l'eau. Nous avons encore cette eau dans notre corps qui se transmet de gène en gène. D'œuf en œuf, de fœtus en fœtus. Parce que nous sommes encore dans cette caractéristique-là. Tu ne peux pas rester sans boire de l'eau. Tu restes 7 jours, 8 jours, 10 jours sans boire de l'eau, ben tu vas mourir. Je sais les jeunes, je vous connais. Ok? Mais si tu restes trop longtemps, tu te déshydrates. Tu te déshydrates. Donc il faut qu'on puisse être humble, de savoir d'où on vient et de respecter d'où on vient. Parce que là on part est aussi important de savoir d'où on vient. Parce que si on sait comment s'est développé progressivement pour des millions d'années, pas 5874 années, des millions d'années, on peut savoir comment gérer les prochains millions d'années. En transmettant le bon message à la future génération. Qu'elle n'attende pas la fin du monde. Mais qu'elle sache d'où on vient pour savoir comment on peut gérer le futur. Parce que celui qui a mis l'intelligence, comme on parle, parce que la semaine prochaine, on va entrer véritablement dans le sapiens. Je veux qu'on entre dans le sapiens et voir comment ça s'est développé. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux qu'on entre dans le sapiens. C'est qu'on va remonter à près de 500 000 ans la semaine prochaine. Ok, on est ensemble. Ça va pas, ça t'a dit nous faire ça. On va entrer dans le sapiens
pour expliquer comment le sapiens a pu être ça. Comment le cerveau a commencé à se développer et comment les esprits ont pu nous contacter. C'est important de savoir d'où on vient. Et quand est-ce qu'on a commencé à adorer les divinités? Ça fait des milliers d'années qu'on le fait. Mais il faut le dire. Comment ça a commencé? Et où est-ce qu'on va avec ça? Et les questions qu'on doit se poser, c'est là où on ira, est-il habitable? Est-il habité? Est-il respirable? A-t-il les attributs? Parce que nous, on aime les mangues, on aime les avocats. Dans ces lieux, a-t-il ce type d'environnement? C'est des questions qu'on n'a pas peur de les poser. Parce que dans d'autres circonstances de vie, il n'y a pas les avocats. Il m'a laissé au Bouddha. Pas d'avocat. Il n'y a pas de ndolé. Je me laisse au doigt là. Pas de ndolé. Il n'y a pas de croissant. Je me laisse au français. Pas de croissant. On se comprend qu'il n'y a pas de blé. On se comprend? Il va falloir qu'on puisse développer notre... Parce que nous sommes aujourd'hui très intelligents. On sait avec les substances chimiques ou les éléments chimiques déterminer qu'est-ce qui est bon ou mauvais. Facilement par rapport à il fallait, vous imaginez les gens qui sont morts à cause, avec ce qu'ils ont mangé il y a 100 000 ans. Tu vois une plante. Tu as faim. Ton groupe te dit, goûte. Tu as le goûteur. Imagine tu étais le goûteur du groupe avant. On te donne une algue. Goûte, goûte. Tu es le goûteur du groupe. Tu regardes ton groupe. Je fais ça pour vous. Tu manges. Tu meurs. Plante mauvaise. Prochaine plante. Goûteur. Vous imaginez comment c'était difficile avant. Là, c'est une blague. Hein? C'est une blague. Il faut prendre ça au sérieux. Mais c'est important de voir à quel point. Mais aujourd'hui, on a les goûteurs. Hein? On a les goûteurs de vos produits cosmétiques. On a les goûteurs de médicaments. N'oubliez pas ça. OK? Il y en a qui testent les médicaments sur leur corps. Ils prennent une assurance. Ils testent les médicaments sur leur corps. OK? Ça a toujours existé. Il faut voir comment on s'est développé et être humble. Donc, en fait, notre discussion aujourd'hui était sur cette première phase-là. Nous verrons. Et qu'aucun blanc, parce que le blanc ne peut pas le dire, à part les énergumènes qui ne peuvent pas comprendre que nous ne venons pas du singe. Ok? Quand on te fait ouh, mais tu dis, mais toi aussi tu es ouh, en fait. Tu es ouh. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'énervent. Je suis désolé parce que je ne sais pas pourquoi les gens s'énervent quand on te traite de singe. C'est bête en fait. Je veux dire quand même, c'est vrai que l'idéologie du 17e, 18e siècle en Europe voulait monter la race suprême des Blancs, mais on ne peut plus dire ça. Tous les scientifiques savent que nous venons, que tout le monde vient de l'Afrique. À part la Bible qui dit qu'on vient de la Mésopotamie. Tout le monde le sait. Les plus vieux ossements se trouvent en Afrique. Les plus vieux ossements qui ont des milliers d'années se trouvent en Afrique. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Ok? Et forcément, il ne faut pas qu'on nous trompe pour dire non, il y avait un pré-adamique. Je suis contre ça. Parce que certains pasteurs veulent dire non, il n'y a pas de pré-adamique. Au commencement, quand il a créé Adam et Ève c'était les premiers hommes de la Bible. Point. Avant Adam, il n'y a personne. Et même après Adam, là, on ne sait pas comment ils sont reproduits. On se comprend, non? Parce que il y a Abel qui est mort. Il n'y a pas de femme. Mais, par mysticisme, Caïn avec la même femme. Et il a fait les enfants. C'est quand même grave ça. Vous savez comme ça, non? Que Caïn et Abel étaient les deux premiers hommes sur terre. Bibliquement. Hommes. Ils avaient les gamètes d'hommes. Ce n'étaient pas les homosexuels. On se pose la question comment ils ont fait pour avoir des enfants. À part si tous sont couchés avec le mère. Ah, c'est bien ça. J'aime le rire là, c'est pas mal. Comment donc on tue Abel? Il court, il meurt. Mais quand il y avait une femme, il a pris la femme là. Il don't take that away from inside. Il a pris la femme là. Non, c'est spirituel, tu peux comprendre. Shut up! On t'a menti, c'est tout, on t'a menti. Parce qu'on chasse Caïn, on dit que personne ne te tue. Il y a qui sur terre pour qu'on te tue? Vous êtes les deux seuls hommes. Comment est-ce qu'on a pu accepter un gobage? Comment on a pu gober la mouche là comme ça là, sans avaler le coca? Il faut qu'on se réveille. Et ça, on se comprend. Parce que bibliquement, Caïn et Abel, c'est les premiers hommes sur terre. Premiers hommes sur terre. Il n'y avait pas de chien, hein? Il n'y avait pas de cétacés. Il n'y avait même pas de fourmis. Parce que la Bible n'a pas créé les fourmis. Dans la Bible, tu vas pas voir une seule fourmi dans la Bible. Mais la fourmi, ça va quoi? Ça n'a rien, les fourmis. Mais qui gère notre écosystème? Ce sont les fourmis.
Sans les coléoptères, tu ne peux pas vivre. C'est eux qui s'assurent de l'écologie de notre système planétaire. Mais il ne connaît rien, ce papa Yahvé. Il ne connaît rien. Rien, absolument. Moi, j'ai peur pour Caïn et Abel parce que quand les gens s'appellent Caïn ici et Abel, vous êtes terribles. Ne donnez pas le nom de vos enfants Caïn et Abel. C'est que tu donnes ton enfant en mensonge, c'est le mensonge, Caïn et Abel. Donc, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'émancipe de ça. Ça parlera de ça. J'entre dans le deuxième sujet.